Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo et ailleurs par des initiatives privées et publiques. Dans cette édition spéciale en direct de New York, l'équipe des réalisations de Fachi vous emmène au cœur des grandes décisions internationales. En effet, sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, la RDC signe un retour historique sur la scène diplomatique aux Nations Unies. Pour décrypter les avancées et l'impact concret de cette diplomatie agissante sur le quotidien de la population congolaise, rencontre avec Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise. Excellence, Madame la Ministre, en tout cas, bonjour. Bonjour. Et merci. Enfin. On se retrouve à deux. Tout à fait. Merci, vous êtes full. Et vous avez consenti de nous accorder ce temps. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au cœur des Nations Unies. On va un peu parler des avancées en matière de diplomatie. Mais avant tout, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, vue par elle-même, ça donne qui ? Une petite présentation. Alors, Thérèse Kayikwamba Wagner, c'est le nom. Je suis ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Le plus grand honneur de ma carrière professionnelle. Donc, c'est une fonction que j'occupe depuis maintenant près de 2 ans ou un peu plus de 2 ans. Et c'est ça. Mon quotidien, c'est vraiment voir comment je peux servir la nation congolaise, représenter notre pays, montrer et raconter au reste du monde une histoire plus complète de la République démocratique du Congo, certes de ses défis, mais aussi de toutes les potentialités, de toutes nos richesses, à commencer par évidemment les Congolais et les Congolaises, notre plus grande richesse. Donc c'est ça. Alors un poste à responsabilité, tout de même, aux côtés de la Première ministre que nous saluons. Il y a des femmes qui vous admirent beaucoup, et j'en fais partie, et qui se disent, mais pour moi, c'est pas possible. Elles vous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? C'est possible. C'est toujours possible. Et en fait, la grande différence, à mon avis, entre une femme et un homme, qui ont le même degré de compétence, ou parfois même avoir des femmes plus compétentes que certains hommes, c'est que justement, nous avons appris à nous poser cette question, à douter de nous-mêmes avant même que notre environnement doute de nous. Et donc, il y a beaucoup de situations où je me dis ce n'est pas possible, mais parfois on n'a pas le choix, on ne peut pas dire non, et on se retrouve à faire des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et on se rend compte que c'est possible. Donc, moi, j'insiste toujours là-dessus, jeune ou plus âgé, au début ou au milieu de la carrière, c'est toujours possible. Il faut foncer, il faut croire en soi et surtout, n'oubliez pas qu'autour de vous, vous avez toujours des familles, des amis qui sont là pour vous et c'est la preuve que tout est possible. Tout est possible d'être femme, d'être mère et de se réaliser et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Tout à fait. Alors, merci d'avoir répondu. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Ah non. Je voulais juste le clarifier. Quand on dit c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est un conte de fées. Il faut s'organiser. Tout à fait. Beaucoup d'organisation. La fameuse sculpture ici, la statue, vous avez insisté, c'est votre statue préférée. Alors, parlez-moi un peu de cette œuvre d'art qui est magnifique. Alors, il y en a plusieurs qui sont magnifiques ici au Conseil des Nations Unies, aux Nations Unies, pardon. Parlez-nous un peu de cette œuvre qui est juste magnifique, hein. Justement. Ça me rappelle un peu David et Goliath d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est Saint Grégoire qui est en train d'abattre ou de tuer un dragon. Et la sculpture est par un artiste russe et donc c'est la Russie qui a donné cette œuvre comme cadeau aux Nations Unies. Comme vous l'avez dit, ici aux Nations Unies, vous allez voir beaucoup de sculptures, d'œuvres d'art, et ce sont des cadeaux que les États membres font aux Nations Unies et qui, d'une manière ou d'une autre, racontent une histoire sur les Nations Unies, sur les valeurs des Nations Unies. Et donc cette sculpture qui montre en fait la victoire du bien contre le mal, est illustré par le Saint Grégoire qui est en train de tuer le dragon. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce dragon, il est fait de fragments de fusées et de missiles.
Et donc ça montre aussi comment, hors de quelque chose d'aussi affreux que la guerre, et là il s'agit de quelque chose qui a été créé après la guerre froide, le bon peut toujours ressurgir. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui montre aussi la puissance des Nations Unies, la promesse des Nations Unies, la promesse de la résilience. Et c'est pour moi aussi la beauté des Nations Unies, parce qu'en fait, il y a des pays qui ont tous des destins différents, mais on arrive à s'identifier avec certains moments, certains chapitres de leur histoire. En tant que Congolaise, moi, c'est quelque chose qui me parle, qui me dit beaucoup. En même temps, ça m'interpelle parce que la République démocratique du Congo n'a pas encore donné d'œuvre, mais nous sommes en train de travailler dessus avec son Excellence Madame la ministre de la Culture. Et je pense que tout au plus tard, dans une année, dans un an, on pourra se retrouver ici, certainement pour célébrer le fait que après 81 ans des Nations Unies, la République démocratique du Congo sera aussi présente avec une œuvre d'art. Donc, magnifique. C'est la petite histoire. La petite histoire qui est la petite histoire qui est grande, hein, finalement. Tout à fait. Et nous sommes en train d'écrire la nôtre d'ailleurs. Alors, revenons-en au Conseil de sécurité des Nations Unies. Waouh, 30 ans après, on a la présidence. C'est juste, franchement, lorsque je suis rentrée dans l'hémicycle, franchement, ça fait une sensation extraordinaire, et de voir tout ce respect. Parce que j'ai remarqué que chaque pays membre vous félicitait, etc. Alors, dites-moi un peu, avant de commencer, il y a eu l'allocution du chef de l'État, dont vous avez fait la lecture aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu venir. Alors, dites-moi un peu, quel est le but avant tout de la RDC, le message fondamental, essentiel que la RDC veut faire passer aux Nations Unies. Tout à fait. Il y a plusieurs messages, mais aujourd'hui et pendant cette présidence, le message était un message sur l'importance des ressources naturelles comme vecteur de paix et de sécurité internationale. Donc il faut se rappeler que le Conseil de sécurité a pour vocation, comme seul organe au monde, de préserver la paix et la sécurité internationale. Il n'y a aucun organe qui a une mission aussi sacrée que celle-là. Cependant, nous rendons compte en tant que République démocratique du Congo que quand on parle de ressources naturelles, on en parle surtout dans les autres piliers des Nations Unies. Le pilier du développement, le pilier des droits humains. Et c'est tout à fait pertinent. Mais dans notre vécu, nous savons aussi que quand on parle de ressources naturelles, elles peuvent être la source des recettes avec lesquelles nous bâtissons un pays plus grand, plus fort, au service et à l'écoute de sa population, tout comme elles peuvent être utilisées pour alimenter la souffrance, alimenter des groupes armés, l'instabilité, l'insécurité. Et donc, le message aujourd'hui, c'était ça. Le Conseil de sécurité a la responsabilité de veiller sur la paix et la sécurité internationale, ne peut plus se voiler la face et dire que les ressources naturelles sont uniquement une question de développement ou uniquement une question des droits humains. C'est aussi une question de paix et de sécurité internationale. J'entends bien. Alors, en ce qui concerne l'appel à la sécurité, et notamment cette présidence de la RDC, maintenant il y a la population. Et la population, elle nous regarde et elle est loin. Et elle se dit, elle est à l'est, elle est dans d'autres zones, dans le Congo profond, dans d'autres zones, parfois elle vit des situations dramatiques, mais elle n'a pas le sentiment d'abord qu'il y a un écho de sa souffrance, et que ici, on est en train de parler véritablement d'elle, de cette population-là qui souffre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, et comment est-ce que vous pourriez donner un message d'espoir justement à cette population pour lui dire, si on est en train de se battre justement pour vous, et il y a des choses qui se font. Justement. Et c'est ça, c'est cette question de ressources naturelles. Quand vous tenez compte du fait qu'une mine comme Roubaïa produit 15 à 30% du coltan mondialement disponible sur les marchés internationaux, ce sont tout d'abord des vies de Congolais et de Congolaises. Combien d'éboulements est-ce qu'il y a eu à Roubaïa suite à une exploitation sauvage de ces ressources naturelles qui sont utilisées justement pour alimenter la guerre. Et donc notre motivation, certes parfois notre vocabulaire n'est pas le vocabulaire du Massissi, peut-être pas le vocabulaire de Ndjili, parce que nous sommes dans une arène où ce vocabulaire peut-être n'aura pas la résonance nécessaire, mais notre motivation et ce qui nous alimente, nous, c'est ce vécu-là.
Nous le portons en nous, nous le portons sur nous. Nous sommes des Congolais à 100%. Quand nous parlons du cœur. Et c'est pour cela, justement, que quand nous parlons, on nous écoute. Parce qu'il n'y a aucune autorité plus crédible, plus percutante que l'autorité d'un pays qui parle avec la voix de sa population. Et c'est quelque chose que nous portons, qui fait partie de notre ADN diplomatique. J'insiste toujours là-dessus et j'insiste aussi toujours là-dessus auprès de nos différents diplomates, pour leur demander justement d'être détaillés, d'être explicites dans leur plaidoyer et parfois vraiment de décortiquer les choses pour que les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit. Bon, il y a aussi d'autres voies et moyens pour amplifier ces messages ou pour donner un autre son de cloche qui complète un peu ce tableau. Évidemment, nous sommes l'État, nous sommes le gouvernement, donc on peut être perçu comme ayant des intérêts particuliers. Mais en même temps, dans les différents forats, dans les différentes rencontres, même au Conseil de sécurité, on peut créer l'espace pour la société civile. Peut-être que ce n'était pas le cas pendant cette réunion-ci, mais il y a eu des réunions du Conseil de sécurité spécifiquement sur la RDC où des représentantes de la société civile ont parlé. Pas du tout en coordination avec le gouvernement ou avec la mission permanente, mais quand même qui ont porté la voix des Congolais et des Congolaises de leur manière. Et donc, notre responsabilité, c'est aussi celle-là. De créer cet espace où on peut dire, nous, le gouvernement, voyons les choses de cette manière, mais nous devons aussi donner l'occasion, l'opportunité aux femmes, aux jeunes, aux représentants de la société civile de s'exprimer et de partager leur lecture des choses devant cette institution qui a cette lourde responsabilité. Ok, merci beaucoup en tout cas pour la précision. Alors, la diplomatie agissante, on est en plein dedans, c'est une volonté du chef de l'État, la diplomatie agissante, et elle l'est. Maintenant, elle l'est notamment grâce à cette présidence au Conseil de sécurité, mais grâce aussi à des résolutions, à des décisions qui ont été prises notamment ici. Tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir sur certaines? Et par rapport à ceux qui disent non, mais on a l'impression qu'aucune de ces résolutions font avancer les choses. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Donc revenir peut-être à certaines de ces résolutions importantes, en tout cas les fondamentales, et elles sont toutes d'accord, mais bon, les principales, et aussi pour ceux qui ont l'impression que ça ne résout rien, ça ne change rien. On est toujours au même point. Tout à fait. Et ça, je comprends tout à fait. Je comprends cette frustration parce que, vous savez, le monde, il fonctionne à des temps différents. Et c'est ça qui est toujours extrêmement frustrant. Je pense que si vous parlez à mon collègue, le ministre de la Défense, sa perception d'un résultat et de combien de temps il faut pour qu'un résultat se matérialise est toute une autre perception que dans mon cas, en tant que diplomate. Même chose avec peut-être mon collègue de l'économie nationale. Donc, on est toujours si vous voulez, dans des efforts qui s'articulent sur des périodes de temps qui parfois sont ressenties comme trop longues ou trop courtes. C'est un processus. C'est un processus. La diplomatie, c'est Et pour les populations, évidemment, surtout celles qui sont affectées, ça semble long et c'est long. Ça ne semble pas seulement long, c'est long. C'est long et c'est inacceptablement long. Un jour d'occupation de plus et un jour de trop. En même temps, malheureusement, dans les sphères diplomatiques, vous êtes dans un conseil de sécurité avec 14 autres pays qui, eux tous, sont en train de chercher l'équilibre entre leurs propres urgences, entre leurs propres pressions. Et c'est ce qui nous pousse parfois à articuler nos attentes et à les décliner dans un environnement justement qui ne fonctionne pas à notre rythme et qui n'a certainement pas notre sens de l'urgence. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de résultat? Non. Et donc, en tant que résultat, je voudrais surtout revenir sur la résolution 2773, résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée l'an passé, mais aussi à la résolution du Conseil de droits de l'homme qui a pris la décision d'établir une commission d'enquête indépendante sur les crimes graves, les crimes de guerre et les crimes d'humanité perpétrés pendant les dernières années du conflit en République démocratique du Congo. Je pense que ce sont deux exemples très tangibles de changement. Déjà, c'est la première fois qu'une résolution des Nations Unies parle explicitement du rôle du Rwanda en République démocratique du Congo depuis, si je ne me trompe pas, 2005 ou 2000. Donc ça nous a pris 20 ans de travail pour arriver à ce point
où le Conseil de sécurité ne pouvait plus se voiler la face, devait sortir de son joli vocabulaire où il y avait toujours des équivalences qui étaient tirées sans pour autant parler explicitement des acteurs, à part de la RDC, pour vraiment assumer la responsabilité de dire le Rwanda joue un rôle ici et le Rwanda a des troupes en République démocratique du Congo. Ça déjà, c'est l'histoire. Ça déjà, c'est un fait qui n'est plus contestable. Et ça change tout à fait votre rapport de force dans une négociation diplomatique, de pouvoir dire le Conseil de sécurité le reconnaît. Nous ne sommes plus dans un débat d'opinion. Ce n'est pas mon avis. J'ai l'impression qu'il y a des... Non, il y a des Rwandais. Et je n'ai pas l'impression qu'ils n'ont rien perdu au Congo. Je sais qu'ils n'ont rien perdu au Congo. Et je n'ai pas l'impression qu'ils devraient partir. Ils doivent partir. Et le Conseil de sécurité le leur dit. Apporté. Justement. Et ça, c'est déjà un premier résultat. La commission d'enquête au niveau du Conseil des droits de l'homme, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a une commission qui va documenter ces violations, qui va pouvoir, peut-être pas dans l'immédiat, mais nous donner les éléments pour une redevabilité, pour une justice, pour justement traduire en justice ceux et celles qui se sont rendus coupables des pires violations des droits humains qu'on peut s'imaginer pendant une période justement extrêmement difficile pour le pays. Et pour surmonter tout cela, on aura besoin de justice, on aura besoin de la vérité, on aura besoin de la transparence et on aura aussi besoin de réconciliation. Donc tout cela sont des éléments extrêmement critiques. Est-ce qu'ils se matérialisent aussi vite qu'on le voudrait? Malheureusement non. Mais les choses bougent. Les choses bougent. Les choses bougent, même pour un contexte aussi lourd que les Nations Unies. Alors justement, avant de terminer, les personnes nous regardent. Alors, un des engagements majeurs du chef de l'État, c'est plus de sécurité pour tous. Où en est-on, s'il vous plaît? Et que faire en plus pour pérenniser, pour dans la durée, pour garder cette place qu'on a aujourd'hui et cette voix forte qu'on a aujourd'hui? Donc, où en est-on et comment faire pour pérenniser? Tout à fait. Alors, pour nous, c'est évidemment une réforme de notre appareil diplomatique. Quand vous voyez que nous avons été absents du Conseil de sécurité pendant 30 ans, évidemment, c'est lié au fait aussi que le Conseil de sécurité lui-même, dans sa structure, n'est pas vraiment structuré de manière à ce qu'on ait une place à la table aussi souvent que cela, mais aussi c'est lié au fait que la République démocratique du Congo, quand même d'un point de vue diplomatique, était assez timide, si on veut le dire de manière positive, ces dernières années. Et donc pour nous, le Conseil de sécurité, ce n'est pas le finish line. Non, en fait, ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Donc, quand on nous voit là-bas et on entre dans la salle et tout le monde se retourne parce que la RDC est là, c'est pas seulement pour 2 ans. Maintenant, c'est pour toujours. Et donc, on est en train de jeter les bases pour une diplomatie encore plus robuste. Une diplomatie ancrée qui ne se limite pas à des mandats dispersés, individuels, isolés parfois les uns des autres. Une diplomatie qui s'articule à travers une cohérence et une vision diplomatique. C'est la raison pour laquelle je suis en train de piloter au niveau du ministère des Affaires étrangères notre politique extérieure. Comment est-ce que nous voyons le monde en 2026? Comment est-ce que le monde nous voit? Et comment est-ce que nous allons avancer dans ce monde? Assumer notre rôle pleinement et voir comment ça se décline maintenant à travers la structure administrative qui est le ministère des Affaires étrangères et à travers évidemment tous ces démembrements qui sont les ambassades. Alors, la diplomatie agissante, eh bien, c'est également au travers de la culture, du sport. 30 ans après le Conseil de sécurité, 52 ans après le mondial, 8e de finale, très bien d'ailleurs. Ici, on voit aussi, c'est aussi du soft power. L'importance de ce soft power que vous avez d'ailleurs au travers de votre présence dans les vestiaires lorsque l'équipe de la RDC a terminé son match. Au travers de ce soft power, quel serait le message? Comment utiliser ce soft power? Et quel serait le message que vous invitez à tous les sportifs, à tous ceux qui sont dans la culture, les musiciens et autres, à faire passer le message? Comment? Alors, la richesse du soft power, c'est que le soft power vous permet à vous inviter dans la vie de personnes avec lesquelles vous n'auriez peut-être pas beaucoup de choses en commun sur quelque chose qui vous relie, qui n'a rien à voir avec la politique. Le foot, la musique, l'art, les jeux, le sport, d'autres sortes de sports. Et donc,
c'est justement ça. Ça vous permet d'avoir un terrain d'entente qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus convivial, mais qui vous permet aussi de partager une partie de votre identité qui très souvent n'apparaît pas dans les médias, sur laquelle on ne parle pas nécessairement, et qui permet aux autres de vous apprécier et de vous connaître dans une autre lumière. Et je pense que ça nous invite à plus d'empathie. Ça nous invite à une plus grande proximité. Quand on se rencontre sur un terrain de foot ou quand on se rencontre dans un stade, c'est tout autre chose quand la personne ensuite raconte de sa vie et raconte d'où elle vient, peut-être de la merveilleuse vie que cette personne a, peut-être des défis que cette personne a, mais le fait que ce message passe d'une manière beaucoup plus humaine veut dire aussi que le Congo est raconté autrement, autre part. Il est vécu et entendu par plus de personnes et pas seulement au niveau des enceintes diplomatiques. Donc pour nous, il est très important aussi, ça fait partie de notre stratégie de politique extérieure, de mettre en valeur et en avant cette richesse qui constitue tout le patrimoine congolais. Le Congo, c'est pas juste notre diplomatie. Exact. Donc, c'est aussi notre musique, c'est notre art, c'est nos sculpteurs, c'est tout cela. Et donc, pouvoir partager cela avec le monde, pour aussi animer le monde à être curieux sur le Congo, curieux autrement. Donc, ça, c'est une de mes vocations, mais aussi une de mes passions. Et c'est pour cela que j'étais particulièrement honorée de voir nos léopards, parce qu'encore une fois, on a vu comment la très important, qui est justement le soft power. Mais c'est du power aussi. Parce que quand on touche les cœurs, c'est beaucoup plus puissant que quand on touche les esprits. Exactement. Alors, vous parlez de swag. Il y a le swag aujourd'hui aussi, hein. Alors, parlez-nous de cette tenue. Tout à fait. Et puis, je vais vous libérer. Tout à fait. Alors, on a, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on a conçu ce pagne, parce que c'est un peu la tradition au Congo. Quand il y a quelque chose d'important, on le célèbre aussi justement en s'habillant de la manière appropriée, que ce soit un mariage, on a les uniformes, etc. Et donc on a conçu ce pagne qui reprend tout d'abord, je vais vous le montrer sur le vôtre, sur votre écharpe, qui reprend tout d'abord le logo, notre logo de notre mandature au Conseil de sécurité. Donc vous avez la carte de la République démocratique du Congo, mais aussi entouré, si vous voulez, de cette comment dire, de ce cercle qui rappelle un peu les feuilles autour du logo des Nations Unies. En même temps, c'est un peu tech inspired parce que c'est comme un hat, donc c'est le Congo arrobase au Conseil de sécurité des Nations Unies. Très bien et pensé. notre motto, c'est quoi? C'est plus de multilatéralisme parce que nous y croyons. Donc quelque part sur le pagne, il y a multilatéralisme, plus de multilatéralisme pour plus de justice, plus de paix et plus de développement. Et c'est ça, c'est ce qui nous anime. Et donc évidemment, j'espère en tout cas qu'on a admiré l'équipe RDC du Conseil de sécurité dans les différents pagnes. On en a dispatché à nos ambassades et on va continuer. Et parce qu'on a reçu beaucoup de sollicitations, on va voir justement comment immortaliser, si vous voulez, ce passage. Alors, pour votre conclusion, s'il vous plaît, votre mot de la fin. Et encore une fois, merci, Excellence, Madame la Ministre. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Je vais paraphraser. Vous avez dit, le Congo est aujourd'hui un pays indispensable, mais il doit absolument devenir une puissance incontournable. Pour ce faire, il faut l'adhésion de tous. Il faut que nous soyons un. Alors, votre message à la population congolaise, mais également à la diaspora, qui est un peu frileuse de temps en temps. Non, mais il n'y a rien à faire au Congo, on n'a rien à faire, surtout les Américains ici. Non. C'est ici qu'il y a l'argent. Quel serait votre message pour les encourager une fois de plus? Alors, notre message, il est clair. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons que ce Congo que Dieu nous a donné. Il y en a tant qui sont jaloux, qui le convoitent, mais il n'y a que des Congolais qui sont vraiment les propriétaires de la République démocratique du Congo. Et donc mon appel, c'est justement un appel à la solidarité, à l'unité des Congolais et des Congolaises, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Ayez l'amour pour votre pays, ayez la fierté pour votre pays, représentez-le avec fierté, avec ambition et faites-le dans tous les secteurs. Faites-le aussi loin du Congo, faites-le dans la diaspora là où vous êtes. Être une diaspora qui nous rend fiers et qui est au service du Congo ne veut pas dire que vous devez plier bagages et revenir au Congo. Vous nous rendez fiers en étant professionnels, vous nous rendez fiers en étant les meilleurs dans vos secteurs et nous savons que vous êtes là. Évidemment, en tant que ministre des Affaires étrangères et de la diaspora congolaise, j'ai une responsabilité particulière, mais je prépare aussi beaucoup de choses
pour reconnaître cette diaspora, pour mieux travailler avec elle, pour mieux la valoriser et mieux l'entendre. Et donc, j'ai hâte de voir aussi, comme c'est tout le temps le cas, qu'on soit en dehors de la RDC ou qu'on soit en République démocratique du Congo, hâte de voir comment vous, les Congolais, les Congolaises, continuez à nous rendre fiers, continuez à être résilients, en particulier ceux et celles dans les zones occupées. Nous sommes toujours avec vous, nous vous avons toujours dans nos cœurs, dans notre esprit. Vous êtes la raison pour laquelle nous nous battons et nous allons continuer à nous battre. Nous sommes un et rien ne va nous séparer. Merci beaucoup. Pour comprendre concrètement le fonctionnement et les rouages de cette présidence tournante du Conseil de sécurité, nous vous proposons une immersion totale au cœur du siège de l'ONU. Comment cette présence au sommet se traduit-elle sur le terrain diplomatique ? Éclairage avec le représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies, son Excellence l'ambassadeur Zenon Mukongo Ngai. Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, ancien avocat au barreau de Lubumbashi et ancien assistant à la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, bon, brièvement. Comment on est revenu à cette place-là? Il faut dire que ça fait 30 ans qu'on n'y a plus été. 1991, la dernière fois, sous le Zaïre de Mobutu, et puis sous le Congo de Félix Tshisekedi Tshilombo, on y revient. Ça veut dire qu'on a frappé fort pour se retrouver encore au Conseil de sécurité, parce que ce n'est pas facile pour un pays qui est dans la situation de guerre que nous connaissons. C'est pas évident de faire le Conseil de sécurité et de réussir le pari de ce Conseil de sécurité. On a frappé fort, c'est-à-dire que les pays de la sous-région nous ont fait confiance d'abord pour nous avoir désignés comme représentants de l'Afrique centrale, comme candidat au Conseil de sécurité. Ça n'a pas été facile, comme vous le savez. Dans un premier temps, nous avons eu un frottement avec le Gabon, parce que tout simplement, nous étions candidats et à un moment, le Gabon est venu à bord. Mais finalement, il y a eu un frottement qui a fait que il y a eu tout un débat entre la RDC et le Gabon. Finalement, on a laissé le Gabon y aller. Le Gabon a terminé son mandat et puis après, nous sommes venus. Voilà, c'est comme ça que 30 ans après, on fait notre retour. C'est de la haute diplomatie finalement. Alors, il faut dire que le monde est géré ici aux Nations Unies. Avant, c'est ce qu'on appelait la Société des Nations. Cette Société des Nations a géré le monde à une époque où les choses n'ont pas bien marché. On a mis sur pied cette Société des Nations après la Première Guerre mondiale, mais on a connu la Deuxième Guerre mondiale. On a considéré que l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale était un échec de cette Société des Nations qui n'a pas très bien fonctionné. C'est comme ça qu'on a réfléchi avec les accords de Dumbarton. Là, c'était à Washington à l'époque. Les États puissants s'étaient réunis. C'était une poignée d'États qui s'étaient réunis à l'hôtel Dumbarton, Washington, D.C., pour rédiger ce qui deviendra la Charte des Nations Unies. Et à la conférence des Nations Unies en 1945 de San Francisco, on a finalement adopté cette Charte des Nations Unies qui, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire la guerre qui a frappé plusieurs fois à la porte de l'humanité ne pouvait plus revenir. C'est-à-dire qu'on voulait mettre fin à la guerre d'une manière générale. Mais malheureusement, 1945 et aujourd'hui, la marche est longue et nous pouvons dire qu'il y a un retour pratiquement de la guerre qu'on voulait éradiquer. Donc les Nations Unies ont été créées pour mettre fin à la guerre. Mais quand on regarde le monde aujourd'hui, c'est une prolifération de la guerre, alors qu'on aurait dû espérer que la guerre disparaisse. Elle n'a pas disparu. C'est ça les Nations Unies. Et pour le moment, parce que pour revenir à votre question, mieux vaut les Nations Unies que rien. Parce que sans les Nations Unies, nous serions dans la jungle la plus totale. Voilà pourquoi ces Nations Unies sont importantes, même pour nos populations, là où elles se trouvent. En fait, la présidence, ça veut dire que, d'abord, le fait de venir au Conseil de sécurité, ça veut dire que
nous sommes intervenus dans un circuit un peu fermé de ceux qui décident au monde, de ceux qui prennent les grandes décisions à travers le monde. Et c'est un circuit, je peux dire, presque fermé. Nous y sommes, ça veut dire qu'il y a une certaine influence que nous pouvons jouer. D'ailleurs, ce que nous apportons au sein du Conseil, c'est notre expérience d'un pays en guerre. Vous voyez, nous apportons cette expérience au sein du Conseil de sécurité. Lorsqu'on parle de guerre au sein du Conseil de sécurité, généralement, c'est de manière théorique, n'est-ce pas? Mais nous qui la vivons dans notre chair, nous leur disons ce que nous ressentons en tant que victimes de ces agressions, victimes de cette guerre. Donc, la douleur que nous ressentons, les impressions que nous avons de la guerre, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que lorsque nous prenons la parole, notre parole a une différence par rapport à ceux qui sont simplement assis dans leur bureau et qui parlent de la guerre qu'ils n'ont jamais vue. Vous voyez? Donc il y a cet apport-là qui va de la République démocratique du Congo vers ici. Et le retour, c'est que lorsque nous sommes compris, nous avons un retour sur terrain. Aujourd'hui, nous sommes au Conseil de sécurité. Nous avons obtenu quand même beaucoup d'avancées au point de vue diplomatique. Je donne juste un exemple. Il y a peu, nous étions sous un embargo qui ne disait pas son nom, notamment la question de la déclaration. Lorsque, toutes les fois que nous achetions les armes, nous devions faire une déclaration qui faisait que finalement, ça nous bloquait. Et nous avons fait sauter cette mesure qui nous retenait pratiquement, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette liberté dans ce domaine-là. On était freinés, ça a sauté. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a obtenu. Voilà que, ne fût-ce que pour ça, nous sommes en mesure aujourd'hui de nous équiper comme n'importe quel pays du monde peut s'équiper. Le poids est trop lourd à porter, nos populations subissent les affres de la guerre, nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour ça que nous sommes là. Et si nous ne faisons pas la volonté de nos populations, si nous ne prenons pas le devant, si nous ne prenons pas le risque, qui va le faire? Parce qu'on nous a mis ici au devant de la scène. C'est comme un militaire qu'on envoie en guerre. Vous êtes au front, mais vous devez vous battre jusqu'au sacrifice. Bon, notre rôle, c'est de porter la voix de la République démocratique du Congo, comme vous l'avez souvent entendu. Ça, c'est la face visible de notre travail. Ça se voit, ça s'entend, mais dans les coulisses, c'est la diplomatie qui joue. Et ce que nous négocions dans les coulisses, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est cette partie-là qui est d'ailleurs la plus importante que ce qu'on voit en réalité. Et étant au Conseil de sécurité, nous sommes entrés, c'est comme quelqu'un qui a quitté le salon, qui entre dans la cuisine, pour pas seulement voir comment on fait la cuisine, mais pour la faire également. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans la cuisine qui prépare les décisions qui s'appliquent à travers le monde. Bino ba Congolais au Bozana, Bagoma, Bukavu, partout, voilà bino ezo kana koto yo soki biso tolobi. Oyo yo sale makuna. Po ba e bango awa, il faut biso toloba. Boyo karango tolobaka, pe ba yo kaka. Kala bazako yo kabiso te, mais mikolo ba koma oyoka. Yango na ba koma mona que moi changement ezoya malembe. Kala ezalaki bozolo baba eloko moko ezo salema te, lelo to comité na ba sanction. Et puis ba sanction, ba état ezo ba sanction, Nations Unies pe ezo ba sanction. Mais bozala nelikia que ndenge to komi na niveau ba sanction boy. Tozo kenobe malembe tito koma na suka. Suka ekozala ke mboka na biso ezongela biso, mabele na biso ezongela biso, boanya na bomengo na biso ezongela biso. Donc musala tozo sala suka nango yango wana. Bozala nelikia. Un message peut-être au chef de l'État? Excellence, nous allons nous battre ensemble jusqu'au bout. C'est tout ce que je peux dire.
Désigné champion de la masculinité positive par ses pairs, le garant de la nation Félix Tshisekedi a toujours placé au premier plan la protection des femmes et des enfants victimes de crimes de guerre. Une priorité majeure également portée au sommet des Nations Unies par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Comment s'inscrit ce combat essentiel sur la scène internationale? Réponse avec la représentante permanente adjointe de la RDC auprès des Nations Unies, son Excellence l'ambassadeur Jocelyne Kabengele Lukundula. Je vais commencer par mon nom. Je m'appelle Jocelyne Kabengele Lukundula, ambassadeur, représentant permanent adjoint ici à New York, dans le cadre de notre mandat de 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'accord, 2 ambassadeurs parce que, en fait, toutes les missions diplomatiques présentes ici, toutes les missions permanentes présentes ici à New York ont un minimum de 2 ambassadeurs et je pense que nous sommes les derniers à rejoindre le groupe. Alors 2 ambassadeurs, pourquoi? Tout simplement à cause du poids du travail. C'est un mandat qui est très très lourd et qui demande que 2 personnes au niveau d'ambassadeur puissent engager la République. Je m'explique. Donc, comme je vous ai dit, toutes les missions ont 2 ambassadeurs. Parce qu'il arrive très souvent que nous ayons des réunions qui se tiennent simultanément où seuls des ambassadeurs peuvent participer. C'est vrai que nous avons nos experts, les diplomates, qui préparent nos réunions, qui nous aident un peu au jour le jour à faire notre travail convenablement. Mais hélas, ils ne sont pas à même de pouvoir représenter et engager la République dans ce multilatéralisme. D'abord, c'est un privilège. C'est un grand privilège pour moi d'être là en ce moment. C'est très important pour notre pays. Et en plus du privilège, c'est une grande responsabilité. Je suis la toute première représentante permanente adjointe. Donc, je suis en train de bâtir pour le futur, afin que celles ou ceux qui me suivront puissent trouver un travail bien établi sur lequel ils pourront bâtir le leur ensuite pour que nous puissions bien accomplir notre mission. Donc, c'est déjà donc lourde responsabilité, privilège. D'abord, c'est ce que je devrais dire. Bon, d'abord, nous avons été ravis d'avoir la Première ministre et nous avons été honorés de l'avoir parmi nous pour un volet aussi important. Comme vous savez, la RDC est en guerre depuis plus de 30 ans et hélas, les femmes et les enfants sont souvent utilisés comme armes de guerre. Donc, la Première ministre est venue pour parler du volet violence sexuelle en temps de conflit. Violence sexuelle en temps de conflit, c'est ces femmes qui se retrouvent dans leur quotidien violées en plein jour ou en pleine nuit, dans des circonstances, les circonstances les plus horribles, devant leurs enfants, devant leurs voisins, devant leur famille, et qui vivent avec ce stigmate pour le reste de leur vie. Alors, le volet que la Première ministre est venue vraiment défendre ici, c'était de dire, ok, elles ont été violées, c'est un fait. Maintenant, ce sont des survivantes. Nous devons prendre soin d'elles. Comment est-ce que nous leur donnons la chance de pouvoir croire en la vie après toutes les atrocités qu'elles ont vécues? Donc, c'était un volet très important et la RDC s'est imposée dans ce rôle parce que, hélas, forte de cette triste expérience qu'elle vit depuis, comme j'ai dit, plus de 3 décennies, elle s'est trouvée dans le droit de pouvoir partager non seulement cette souffrance, mais également les avancées qu'il y a au niveau national pour encadrer ces femmes qui ont été victimes de viol. Maintenant, pour parler des enfants, quand il y a viol, généralement, il y a conception. Donc, nous avons des enfants qui sont issus de ce viol, qui sont perçus dans la communauté comme les enfants de la honte, parce qu'on sait que leur maman avait été violée, le papa est inconnu, on ne sait même pas exactement qui est le papa de toutes les façons, parce que généralement, ce sont des viols collectifs, hélas, et il faut donner une identité à ces enfants. Donc, le but, toujours en voulant s'occuper des survivants, c'est de donner à ces enfants la possibilité d'avoir un acte de naissance, d'avoir une identité qui va les accompagner afin qu'ils puissent compter et bien sûr les remettre à l'école, prendre en charge leur état psychologique qui est vraiment entamé du fait de la stigmatisation et de leur donner, comme je disais pour les femmes, le droit de croire en la vie. Bamama tobo sani binote. Bitumba o biso tozali ko bunda awa na Nations Unies na Conseil de sécurité ezali pona koyebisa bino que biso bamama tozali na bino. Tozali wana pona kopesa bino espoir. Ya koyeba que
après le viol, la vie existe. Tozali wana pona koyebisa bino ke mokonzi ya mboka abosani bino te. Azosala nyonso po bozala encadré. Walingi kotanga atanga, walingi kobanda mwa commerce abandi pour reprendre goût à la vie. Et je voudrais dire à toutes ces dames, ces championnes qui encadrent ces femmes violées, que votre travail est un travail noble. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'une femme avec toute sa sensibilité pour comprendre ce que vit sa sœur en face d'elle, qui a été violée, qui est déplacée de guerre, qui ne connaît même plus sa maison en fait, qui a tout perdu en un jour, en un claquement de doigts. Et j'aimerais vraiment vous féliciter, vous dire que nous sommes également derrière vous. Nous parlons de survivantes parce que vous êtes là et vous êtes sur le terrain. Vous êtes le relais de ce que nous faisons ici comme travail. Le relais qui va permettre que nos sœurs, nos filles, dont la vie a été interrompue du fait de ces viols, ont encore droit au chapitre. Ce sont des citoyennes congolaises à part entière. Elles ne doivent pas vivre dans la honte. Elles ne doivent pas vivre cachées. Elles ont le droit de vivre à visage découvert, espérer, entreprendre et tout simplement vivre. Votre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Les Réalisations de Fatchi TV. Et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Les Réalisations de Fatchi.